Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le président de la CAF fait le point des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tiendra en 2023 en Côte d'Ivoire. Patrice Motsepe était au palais présidentiel. Il se réjouit du niveau de l'organisation de cette fête africaine du ballon rond, une assurance liée aux infrastructures en cours de réalisation pour accueillir la 34e édition de la CAN. Il n'y a aucune perturbation au niveau des circuits de commercialisation. C'est ce qui ressort de la visite du ministre du Commerce dans des marchés. Souleymane Diarra Souba veille au respect des mesures de plafonnement des prix. Cette période étant particulièrement marquée par une grande consommation des denrées alimentaires. Une journée de l'innovation agricole durable tenue à Abidjan. Elle vise à mettre en lumière toutes les initiatives qui contribuent au succès du secteur. Il s'agit des projets qui renforcent la compétitivité de l'agriculture ivoirienne. Le ministère a communiqué à l'ensemble des filières et aux participants les résultats obtenus grâce aux fonds mis en place. Au Burkina Faso, le Premier ministre a présenté sa feuille de route aux membres de l'Assemblée législative de transition. Albert Ouedraogo a mis en avant les questions sécuritaires. Son gouvernement entend lutter contre l'insécurité et récupérer les parties du territoire occupées par les groupes armés. Le président de la Confédération africaine de football est à Abidjan. Patrice Motsepe a rencontré le président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi. Les échanges ont porté sur le point de l'organisation de la CAN 2023 dans le pays. Mahama Traoré. Après le Cameroun, les yeux de l'Afrique sont rivés sur la Côte d'Ivoire, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Un défi à relever à la fois pour le pays organisateur et pour la CAF, Confédération africaine de football. Voilà qui justifie en moins d'un an cette deuxième visite en terre ivoirienne de Patrice Motsepe, le président de l'Organisation continentale du football. De son entretien avec le président Alassane Ouattara ce lundi, il faut retenir la volonté commune de la Côte d'Ivoire et de la CAF de réussir ce challenge. I want to thank you, President, for the wonderful work. Je voudrais vous féliciter pour votre leadership ici en Côte d'Ivoire. Nous avons confiance que la CAN que vous allez organiser ici sera la meilleure CAN qui a été organisée en Afrique. Nous sommes rassurés par les différentes infrastructures que vous avez mises en place pour accueillir cette CAN. Et nous avons eu la promesse chez le Premier ministre que la Côte d'Ivoire sera à la finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Cette 34e édition de la CAN sera la deuxième de l'histoire organisée par la Côte d'Ivoire après celle de 1984. L'événement se tiendra à partir de juin 2023 dans 5 villes, à savoir Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo. Le président de la CAF en Côte d'Ivoire, donc pour faire le point des préparatifs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Patrice Motsepe s'est aussi entretenu avec le Premier ministre Patrick Achi à la primature. Une séance de travail au cours de laquelle le patron du football africain a réitéré sa confiance en la Côte d'Ivoire pour une parfaite organisation de la CAN 2023. Le président de la Confédération va également visiter les chantiers en cours de réalisation avant une conférence de presse avec le comité de normalisation du football ivoirien. Et Patrice Motsepe s'est aussi rendu dans la commune de Cocody pour l'inauguration du siège de la Confédération africaine de football pour accompagner la Côte d'Ivoire vers la réussite de la CAN 2023. La CAF ouvre un bureau permanent à Abidjan. C'était en présence du ministre des Sports et du président du COCAN, Aude Alegbe. Cet établissement ultramoderne a été inauguré en présence du maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, du ministre en charge des sports, Paulin-Claude Adango, du président de la CAF, Patrice Motsepe, et du président du COCAN, François-Albert Amicha. Intervenant à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration du bureau satellite de la CAF à Abidjan, le président Patrice Motsepe s'est réjoui du travail abattu au niveau des infrastructures sportives qui vont abriter la CAN 2023. Pour lui, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 sera une réussite comme dans les pays précédents qui ont abrité cette compétition. Le ministre en charge des sports a indiqué son ambition de relever le défi qui se présente à la Côte d'Ivoire. Vous êtes venus et vous avez vu. Vous êtes venus, vous avez entendu et vous avez senti l'engagement du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire qui a investi déjà
pas moins de 400 milliards en infrastructures sportives, d'hébergement et en infrastructures routières et infrastructures connexes. La Côte d'Ivoire tient à organiser une CAN exceptionnelle comme vous l'avez souhaité et ensemble nous le ferons. En ouvrant ce bâtiment ici, ce bureau à Abidjan, vous démontrez votre engagement à accompagner la Côte d'Ivoire, à respecter les standards de la CAF. Vous vous engagez aussi dans la proximité, pratiquement un an, avant le début des compétitions, à être à nos côtés. La présence de la CAF ici aujourd'hui est un motif supplémentaire pour parfaire l'organisation. Et le COCAN se met à la disposition des autorités ivoiriennes, des autorités de la CAF pour réussir cette organisation. Ce bureau satellite de la CAF est un immeuble de 4 étages constitué de 14 appartements, 2 open space, 3 chambres autonomes et 1 séjour. Et on change de sujet, vous le savez, nous sommes dans une période de grande consommation. Le ministre du Commerce en mission d'inspection dans les espaces commerciaux à Abidjan, Souleymane Diarra-Souba, vérifie l'effectivité des mesures prises par le gouvernement concernant le plafonnement des prix. Le ministre a pu contrôler l'approvisionnement des marchés. Il ressort qu'il n'y a aucune perturbation au niveau des circuits. C'est un reportage de l'Ancine Bakayoko. À travers cette tournée, le ministre en charge du commerce et de l'industrie prend lui-même le commandement des opérations de contrôle des prix sur le marché. Première escale de cette visite terrain, les communes de Trècheville et de Marcory où Souleymane Diarra-Souba fait le tour de quelques supermarchés et boutiques afin de s'assurer du respect des ventes autorisées et de la qualité des produits, mais surtout de l'affichage des prix. À compter de maintenant, nous nous inscrivons dans une démarche de zéro tolérance en fait. Tolérance zéro à l'effet que le pouvoir d'achat en fait, des consommateurs soit préservé. Donc je compte sur la vigilance des acteurs, des consommateurs et également sur l'accompagnement des commerçants. Cette dynamique de lutte contre la vie chère prend un relief particulier en raison du jeûne musulman, période de forte demande de denrées de grande consommation comme le pain, les huiles et pâtes alimentaires, le riz, le sucre ou encore la viande. Renforcer la surveillance des marchés par l'affichage, mais également veiller à la disponibilité des produits et des stocks. Résultat des vérifications, pas de panique, les circuits commerciaux déblayés, les approvisionnements seront assurés. Par moment, nous avons pour certains produits des stocks qui sont disponibles sur 30 jours et pour d'autres produits jusqu'à 3 mois ou à 6 mois selon les cas et selon les références. Tout ceci pour dire aux populations ivoiriennes, surtout dans cette période de grande consommation, qu'il n'y a pas de risque de pénurie sur les produits de grande consommation parce que nos magasins sont bien achalandés. Au cours du Conseil des ministres du 9 mars 2022, le gouvernement a adopté 9 mesures destinées à préserver le pouvoir d'achat des populations. Il s'agit entre autres du plafonnement des prix de certains produits de grande consommation et de l'instauration du principe de l'information préalable avant toute augmentation. Et on continue de parler toujours de la lutte contre la vie chère. Le laboratoire national d'essais de qualité de métrologie et d'analyse, l'ANEMA, a organisé ces journées de compétences à son siège à Bobo. Ces journées ont été l'occasion pour l'institution d'exposer son savoir-faire en matière de lutte contre la vie chère, notamment sur les questions de contrôle des instruments de mesure. Le reportage de Cheikh Koné. La promotion de la qualité et la protection du consommateur, quel défi pour le LANEMA? C'est le thème qui a sanctionné ces premières journées du laboratoire national pour son exercice 2022. L'objectif est clair, présenter son savoir-faire aux industriels ainsi qu'au Conseil national des consommateurs. Comme je l'ai dit, nous avons le contrôle des instruments de mesure. Les balances dans les marchés, les volumes dans les stations de service et justement la métrologie permet aussi de lutter contre la vie chère parce que justement quand le consommateur achète par exemple 2 kilos de produits ou de viande, il faut qu'il s'assure que c'est vraiment 2 kilos qu'il achète. Nous avons le département d'analyse, comme je viens de le dire également, c'est le contrôle des analyses, c'est le contrôle des produits, s'assurer que ces produits-là respectent les normes de qualité. Replacer le consommateur au cœur de la politique de qualité, c'est le vœu émis par l'organisme en charge des droits des consommateurs. Qui parle de vie chère,
lutte contre la vie chère parle aussi de produits de qualité, de lutte contre la contrefaçon, d'où le rôle de l'ANEMA et c'est vraiment, cette initiative est vraiment à féliciter. Le gouvernement du Premier ministre Patrick Hachi mène une lutte sans précédent contre la cherté de la vie. Le LANEMA a un rôle déterminant à jouer. Il devra donc prendre toute sa place, a fait savoir le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie. Aujourd'hui, le laboratoire atteint un certain niveau et le gouvernement veut en faire véritablement sur toutes les activités donc liées au contrôle de la qualité, un laboratoire de référence non seulement en Côte d'Ivoire mais également dans la sous-région. En 2019, le LANEMA a analysé 26 052 échantillons de plusieurs produits de grande consommation. Un record encore jamais égalé par un laboratoire public national en Côte d'Ivoire. Et des précautions sont aussi prises dans le secteur agricole, notamment pour garantir les prix. Mais il est aussi question de valoriser les projets qui contribueront à renforcer la compétitivité de l'agriculture ivoirienne. C'est tout le sens de la tenue de la journée de l'innovation agricole durable tenue ce lundi à Abidjan. Le gouvernement a présenté les résultats obtenus grâce à la mise en place d'un fonds compétitif. Et toutes donc ces initiatives, bientôt l'organisation de la 4e édition du prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques. La Direction générale du portefeuille de l'État a organisé un séminaire. C'est une rencontre pour valider les critères d'évaluation. C'est un reportage de Jean-Jacques Kwame. Sont éligibles à la 4e édition du prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques les 51 entreprises dans lesquelles l'État a une participation majoritaire ou celles bénéficiant du concours financier ou contrôlées par l'État. Il s'agit au cours de cette rencontre organisée par la Direction générale du portefeuille de l'État de déterminer avec l'ensemble des parties prenantes les critères propres à chaque récompense. Et pour maintenir la transparence et la crédibilité de ce prix, le jury s'ouvre cette année aux professionnels du droit et des finances et voit l'intégration, entre autres, du ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de l'ordre des experts comptables. Cette ouverture devrait permettre de crédibiliser davantage ce prix, d'en faire aujourd'hui l'un des instruments privilégiés pour évaluer la performance et la gouvernance au sein de nos entreprises. Et cela pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre son objectif à l'horizon 2025. Représentant le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, le professeur Keoyaya a exhorté les participants à rechercher le consensus autour des critères d'évaluation. La détermination de ces critères ou de ces règles est une démarche essentielle pour le bon déroulement de la compétition. En effet, elle participe à la mise en place de bases équitables et consensuelles d'évaluation des entreprises. En d'autres termes, la crédibilité, la réussite et le succès de ces distinctions dépendent entièrement de vos travaux. À l'instar de l'édition précédente, 4 prix seront décernés, le prix de la performance économique, le prix de l'efficacité du conseil d'administration, le prix d'encouragement des sociétés et le super prix de la gouvernance. La période d'évaluation de la 4e édition du prix d'excellence s'étend du 1er janvier 2021 au premier semestre de l'année 2022. Et pour les habitants du plateau et tous ceux qui fréquentent la commune, il est désormais possible de faire ses achats avec une carte magnétique de type Visa nommée Plateau Access. Cette solution de paiement est le fruit d'un partenariat entre la mairie du plateau et Aura Banque Côte d'Ivoire. Grâce à cette carte, les utilisateurs vont bénéficier de services et produits à coût réduit dans les commerces, hôtels et autres enseignes basées sur le territoire communal. On en sait plus avec Mahama Traoré. Pour la commune appelée le centre des affaires, c'est un moyen de paiement innovant qui tombe à point nommé. Baptisée Plateau Access, cette carte prépayée de type Visa permet à ses utilisateurs d'acheter des biens et des services à coût réduit sur le territoire communal du plateau. Nous parlons aujourd'hui de Plateau Smart City, une cité qui se modernise de jour en jour et donc nous offrons aux populations qui fréquentent la commune de pouvoir accéder à des services avec des remises. C'est-à-dire au niveau par exemple d'hôtels, de restaurants, de commerces, de prêt-à-porter ou encore d'électroménager, même les supermarchés, même les librairies. La mairie du plateau a développé et mis en service cette solution de paiement avec le soutien bancaire de Aura Banque Côte d'Ivoire. Une sorte de partenariat public-privé motivé par le double enjeu de digitalisation
et d'inclusion financière pour le bien-être des populations. Avec la carte Plateau Access, vous pouvez percevoir votre salaire, acheter via les terminaux de paiement électronique, effectuer l'opération de retrait dans les guichets Orabank Côte d'Ivoire et chez les confrères. En Afrique, en Côte d'Ivoire et dans tout le monde aussi. Une couverture assurance au niveau national et international, pour ne citer que cela. Par le canal d'un site sécurisé, vous pourrez suivre en toute autonomie vos transactions et transférer de l'argent de carte en carte. La carte prépayée Access Plateau est accessible que vous soyez titulaire ou non de compte bancaire. Elle est rechargeable dans toutes les agences du réseau Orabank Côte d'Ivoire et bientôt à la mairie du Plateau. La fondation américaine There Is No Limit Foundation a décerné l'award du leadership politique et des relations avec le service public à la ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. C'était en marge de la 66e session de la condition de la femme à New York, aux États-Unis. Cette fondation américaine reconnaît la lutte que mène Sénéba Touré pour l'épanouissement des femmes et la protection des personnes vulnérables. Ami Sissoko. En reconnaissance de sa contribution à la promotion des droits humains et de l'équité entre les sexes, la ministre Sénéba Touré honorée à New York, aux États-Unis. Elle le reçoit de There Is No Limit Foundation, fondation américaine à but non lucratif, la haute distinction de l'award du leadership politique et des relations avec le service public. Fondation créée en 2008 par deux sœurs d'origine guinéenne, Mariama et Aïssatou Kamara, toutes les deux survivantes de violences domestiques et sexistes en Guinée. Aujourd'hui basée à New York, elle œuvre pour l'autonomisation des femmes et le bien-être des enfants. Nous, on aime bien voir les femmes qui sont battantes, mais surtout les femmes qui osent. Donc nous, on pense que madame, elle a vraiment osé. C'est la première femme maire de Odjéné et aussi être ministre des femmes. Ce n'est pas quelque chose qu'on a toujours l'habitude de voir en Afrique. Les femmes qui ont du pouvoir et aussi tout le travail et la contribution qu'elle a fait pour l'évolution de la femme en Côte d'Ivoire, les enfants. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est important. La ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille est la toute première récipiendaire de cet award du leadership politique et des relations avec le service public. Plus on vous décerne de prix, plus vous vous engagez. Donc c'est le début, c'est un nouveau pacte social pour donner encore le meilleur de nous-mêmes aux plus vulnérables, et, qui sont les femmes et les enfants. Et ces deux entités-là sont au cœur de la politique du président de la République. Sénéba Touré est aussi la première femme ivoirienne à être distinguée commandeur dans l'ordre du mérite de la femme et de la famille par le président Alassane Ouattara lors de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars dernier. Cette cérémonie a enregistré la participation de plusieurs diplomates africains auprès des Nations Unies, des hommes d'affaires et des membres de la délégation ivoirienne à la CSW 66. On reste dans la promotion de la femme. Les personnels féminins des forces de défense et de sécurité célébraient une célébration marquée par une démonstration de saut en parachute exécutée, tenez-vous bien, par la première femme chuteur opérationnelle de Côte d'Ivoire. Et elle est issue des forces spéciales, comme on peut le voir dans ce reportage de Abou Sanogo. Elle est sergent-chef dans l'armée ivoirienne, membre de forces spéciales, corps d'élite qu'elle a intégré il y a 4 ans, après avoir fait le NSOA. L'École nationale des sous-officiers d'active, Golfo Sierra, c'est son nom. Elle est la première femme shooter opérationnelle du Côte d'Ivoire. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme au profit des personnels féminins des armées et de la gendarmerie nationale, Golfo Sierra a décidé de se rendre à la cérémonie à Akuedo en 5 ans par les airs. Ses moniteurs vont procéder avant son départ à un contrôle de ses équipements. Aucun détail n'est négligé. La chute, une grande passion pour elle. Elle a d'ailleurs à son actif plusieurs sauts. Il y a une centaine de sauts, donc je ne peux pas vous dire exactement ce sera lequel saut. Mariée et mère d'un enfant âgé de 2 ans, cette titulaire d'un brevet élémentaire en comptabilité matérielle vu l'ancien message. Je veux emmener les femmes vraiment à intégrer l'armée et aussi à faire le métier des hommes pour que demain nous soyons aussi en hauteur. Alors nous décidons de la suivre dans les airs. Avec ces 2 moniteurs, nous prenons place dans l'hélicoptère. Quelle disposition
pour un bon atterrissage. Il faut forcément faire face au vent pour une bonne ouverture du parachute. Donc je pense à ma sortie, mon travail sur voile et mon atterrissage. Plus de 1000 mètres plus bas, le camp militaire d'Akwedo se dresse. Pour ce saut, le sergent-chef Golfo Sierra sortira en 3e position. Il s'agit ici d'un saut à ouverture commandée. Tout repose sur la fiabilité des instruments embarqués. Golfo Sierra se lance. Altitude 1200 mètres. À 1 km plus bas, où l'attendait le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant Nassene Batouré, elle réussit à rentrer à Akwedo sans passer par le portail, à la grande joie des femmes issues des forces de défense et de sécurité. Une joie pour ses parents et aussi pour toutes les femmes. C'est un honneur de pouvoir notre fille aujourd'hui sauter aux yeux du monde entier. Nous sommes vraiment très contents. C'est la porte ouverte à d'autres filles de pouvoir continuer à dire qu'il n'y a pas de métier pour les hommes. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant Nassene Batouré salue le courage du sergent-chef Golfo Sierra. Nous avons besoin de ces femmes-là aujourd'hui pour aider toutes les femmes de Côte d'Ivoire à comprendre ce que c'est la discipline, à comprendre ce que c'est l'union. L'armée est un exemple de discipline. Notons que cette journée dédiée au personnel féminin des forces de défense et de sécurité a été marquée par des actions caritatives et des activités sportives. L'égalité homme-femme est également promue dans d'autres secteurs et une cellule genre est mise en place au ministère du Budget. Elle est destinée à promouvoir la représentativité et l'épanouissement de la gente féminine. Mieux, ce comité vise à favoriser la prise en compte de la dimension genre dans les politiques budgétaires de l'État, ce qui se fera au moyen de sensibilisation et de formation, comme nous l'explique Mahama Traoré. La cellule genre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État est coordonnée par Mariam Fofana. Elle se donne pour mission de contribuer à une meilleure représentativité de la gente féminine au sein de ce département ministériel composé de plusieurs entités sous tutelle, dont les directions générales des douanes, des impôts, des marchés publics et du budget et des finances. Aujourd'hui, aucun projet, aucun programme n'est financé par les partenaires au développement tant que le genre n'est pas intégré dans ces projets. Notre mission donc cette année consistera à prendre le processus de budgétisation sensible au genre et à l'intégrer dans nos processus budgétaires. Depuis la planification, la budgétisation et même dans l'exécution et le suivi-évaluation. Pour le déploiement de son plan d'action, la cellule genre du ministère du Budget bénéficiera du soutien du ministère de la Femme. Nous serons là pour regarder avec eux, prendre les initiatives pour les pousser à davantage amener tous les départements ministériels de Côte d'Ivoire à avoir un budget sensible genre. Ce que nous faisons, l'accompagnement en matière de genre, la compréhension du concept genre, connaître ses outils et comment entrer dans la budgétisation sensible genre. Sensibilisation et formation sont au programme d'activités de la cellule genre du ministère du Budget, activité que promet de soutenir le cabinet du ministre Moussa Sanogo. Un mot de la lutte contre la Covid-19, une pandémie qui reste encore active. On fait le point en chiffres de ce lundi. Le ministère de la Santé a enregistré aujourd'hui 4 nouveaux cas de Covid-19, 4 guéris et 0 décès. À la date du 4 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 771 cas confirmés, dont 80 935 personnes guéries, 796 décès et 31 cas actifs. Le Comité national de télédétection et d'information géographique a organisé la 2e édition de sa journée porte ouverte. Le directeur général dresse donc le bilan de ses activités. En 10 ans, plus de 30 projets dans le domaine des technologies ont été développés. Grâce Kando. Cette 2e journée de promotion et de vulgarisation du savoir-faire du Comité national de télédétection et d'information géographique CNTG se veut une plateforme de présentation de l'ensemble des technologies développées pour accompagner le développement local. Aujourd'hui, je découvre le CNT qui font beaucoup de choses
Et vraiment, c'est très intéressant. J'ai beaucoup appris aujourd'hui, énormément. On a un ensemble d'informations sur la Côte d'Ivoire, que ce soit des informations économiques, des informations sur les communes, des informations sur des secteurs particuliers, les couverts forestiers. En tout cas, il y a découvert beaucoup d'éléments sur ça. En tout cas, il fallait vraiment cette occasion pour pouvoir comment on peut tisser des partenariats. Ces 10 dernières années, plus de 30 projets à forte composante technologique ont été élaborés. Des outils d'aide à la décision qui permettent de booster le développement. Grâce aux données de CNT qui s'est adapté aux exigences du moment, nous pouvons présenter des données indiscutables et des données fiables pour avoir des rapports qualifiés, des rapports pertinents qui tracent la vérité du terrain. Le CNTG, selon son directeur général, se positionne comme étant le hub de l'innovation géotechnologique en Côte d'Ivoire et partant de la sous-région. En 10 ans d'exercice, beaucoup a été fait. Nous avons développé plusieurs projets, notamment dans le secteur de l'éducation, où un outil de prise de décision appelé cadre scolaire a été développé et qui a permis à ces ministères de manière efficiente de résoudre le problème, comment construire des écoles et comment faire l'adéquation emploi et formation. Le secteur de l'enseignement, cadre universitaire, pour accompagner le déploiement et la décentralisation des universités, l'e-commune, qui est un outil de mobilisation des ressources propres des communes, afin de permettre à ces communes-là de pouvoir mobiliser eux-mêmes leurs propres ressources, en plus de ce que l'État leur offrait. Le CNTG a également à son actif des accords avec des partenaires mondiaux de gestion des technologies. La Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire et l'espace Escabo, Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso s'accordent sur un cadre de collaboration. Ils veulent suivre ensemble la conduite des projets de développement des zones frontalières. Une convention signée pour matérialiser cette volonté et fixer les modalités du partenariat. On le voit avec Eugène Atoubé. C'est un partenariat qui vaut son pesant d'or dans le contexte de menaces terroristes auxquelles sont exposées les localités des zones frontalières de Côte d'Ivoire. Maires et présidents de région y voient un excellent cadre de collaboration et pour cause. Nous recevons beaucoup de jeunes talibés. Dès que vous arrivez à Korogo, c'est des gens qui vous abordent avec un esprit de mendicité et c'est des enfants qui connaissent pratiquement tous les recoins de la ville. On a bien peur effectivement que ce soit vraiment un berceau de délinquance. Avec le phénomène djihadiste que nous connaissons, on a bien peur vraiment que ces enfants soient utilisés comme des indiques dans la commune. Et ça vraiment, ça me fait peur. À chaque début d'hivernage et à chaque début de sécheresse, le flux transfrontalier des bovins qui quittent du Mali, la Côte d'Ivoire, de la Guinée en Côte d'Ivoire et vice-versa, crée vraiment des problèmes de transhumance, à savoir la destruction des cultures de nos populations, ce qui va avec des problèmes de cohabitation avec les voisins du Mali et de la Guinée. Face à cette délicate question, l'espace Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso s'engagent à accompagner la CNFCI, notamment dans le processus de matérialisation des frontières de la Côte d'Ivoire et le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers dans la quête de ressources humaines, financières et techniques, selon l'ambition affichée depuis sa création en 2016 de cette communauté d'intérêt de favoriser la coopération transfrontalière et l'intégration. Nous avons des projets de développement. Aujourd'hui, nous disons une institution comme la Commission nationale des frontières, une collaboration avec elle va permettre de capter plus de financement pour aider et les jeunes et les femmes de cet espace pour les mettre à l'abri de la tentation du recrutement dans le djihadisme. Nous avons déjà un diagnostic de la situation sur le terrain qui a été fait par la Commission nationale des frontières elle-même. Un diagnostic également qui a été fait par l'Union Escabo. Et c'est avec ces diagnostics que nous allons travailler, dégager les axes stratégiques, dégager les axes d'intervention pour répondre à ce phénomène-là. Mais nous sommes convaincus, bien entendu avec nos partenaires, que le développement de nos zones constitue la première et dynamique réponse à la question de l'extrémisme et du terrorisme. L'accord de partenariat signé entre la CNFCI et l'espace Escabo s'étend sur une période de 3 ans renouvelable. Les maires et présidents de région sont invités à faire des propositions dans la perspective de l'élaboration d'un plan d'activité.
Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, le Premier ministre présente sa feuille de route aux membres de l'Assemblée législative de transition. Albert Ouedraogo a mis en avant les questions sécuritaires. Son gouvernement entend lutter contre l'insécurité et récupérer les parties du territoire occupées par les groupes armés. Cela passe par la réorganisation au sein du commandement des forces armées, le renforcement des effectifs à travers des recrutements, le rappel des militaires retraités et le renforcement des partenariats. Albert Ouedraogo souligne également que le gouvernement a opté pour la diversification des partenaires stratégiques du Burkina Faso dans le respect de l'indépendance et de l'intégrité du pays. Puis on termine en Ukraine. Le président ukrainien dénonce un génocide. Volodymyr Zelensky s'est rendu ce lundi à Boutcha, une ville proche de Kiev, récemment reprise par les troupes ukrainiennes. L'armée russe est accusée d'avoir commis un massacre sur la population civile. Les Européens discutent alors d'un alourdissement des sanctions contre la Russie. De son côté, Moscou rejette catégoriquement les accusations de crimes de guerre. Le président américain Joe Biden a une nouvelle fois qualifié Vladimir Poutine de criminel et s'est prononcé en faveur de l'organisation d'un procès. L'Union européenne est même prête à envoyer des équipes d'enquêteurs sur place. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que la mouche ne vole pas après celui qui porte un panier de charbon. Dieu le voulant, on se retrouve demain.